Bien, mes chers collègues, nous allons commencer notre réunion de commission. Je voudrais remercier Bernard Roman, le président de l'ARAFER, de nous avoir rejoints en cette fin d'après-midi. Je sais que ce n'était pas possible pour lui avant, puisqu'il avait une réunion du conseil de l'ARAFER. Alors l'heure un petit peu tardive en cette période d'intercession explique qu'un certain nombre de nos collègues qui étaient encore là en début d'après-midi ont dû repartir. Nous avons auditionné en début d'après-midi le président de SNCF Réseau. L'objet de ces auditions, je le rappelle, c'est bien sûr de faire le point sur le contrat de performance signé, qui devrait être signé, nous l'avons appris un peu de manière impromptue et pas du tout officielle, qui devrait être signé demain matin à 10h. Nous avons appris ça par la voix du président de SNCF Réseau. Et donc j'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, de rappeler tout à l'heure, ça n'est évidemment pas nécessaire de vous le rappeler, mais j'ai rappelé tout à l'heure à mes collègues présents, à la fois l'importance de ces contrats de performance, qui sont un point très important dans la loi du 4 août 2014, puisque c'est ces contrats qui sont censés permettre d'éviter que la dérive financière de la SNCF continue. Ce sont ces contrats qui doivent permettre un retour à l'équilibre financier, qui doivent permettre de stabiliser aussi la dette et qui sont censés aussi montrer que l'État stratège est de retour. C'est dire, et je l'ai rappelé aussi ce matin au conseil de surveillance des pics de tête SNCF, que ces contrats sont tout à fait importants. Nous avons, depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années, demandé à ce que ce contrat soit effectivement signé entre l'État et SNCF. Et ça n'est que très récemment que les projets de contrat ont été transmis à l'ARAFER. Et l'ARAFER a émis, il y a quelques semaines maintenant, un avis pour le moins sévère. Je ne vais pas en dire plus puisque vous allez en parler mieux que moi. Et sur la base de cet avis, j'avais à titre personnel réagi pour dire qu'il n'était pas concevable que ce contrat soit signé en l'état. C'est ce qui m'a conduit ce matin à faire partie de ceux qui ont voté contre le fait que ce contrat soit signé au sein du conseil de surveillance des SNCF. Et j'ai redit tout à l'heure devant le président des SNCF Réseau que ce contrat qui doit donc être signé demain, ces contrats qui doivent être signés demain, à mon sens, ne devraient pas l'être à la fois pour les questions de fond que vous allez évoquer et aussi pour des questions de forme, parce que je ne trouve pas ça admissible qu'à 3 jours d'une élection majeure pour la vie politique française, on signe ces contrats qui vont quand même engager l'État et impacter la relation État-SNCF pour 10 ans, même s'il est prévu une clause de révision au bout de 3 ans. Et c'est d'autant moins admissible que dans le même temps, l'État, que ce soit le ministre ou le directeur général, ont refusé de venir à cette audition en invoquant le devoir de réserve. Donc à la fois, on invoque un devoir de réserve compte tenu de la période pour ne pas venir nous parler de ces contrats, et en même temps, on s'apprête à les signer à la va-vite demain matin. Donc c'est pour ça que de manière un petit peu rapide, et j'en suis désolé pour le président de l'ARAFER, j'en suis désolé pour mes collègues, j'ai été amené à réunir très très rapidement cette commission parce qu'il nous paraissait important que l'on puisse entendre les principaux acteurs du sujet et que l'on puisse échanger. J'indique à mes collègues qui n'étaient pas là tout à l'heure et surtout au président de l'ARAFER, qui évidemment n'était pas là tout à l'heure, que nous étions beaucoup plus nombreux tout à l'heure et surtout qu'il y a eu un avis unanime pour dire ce que je viens de mentionner. Alors ça a été dit de manière différente par les uns et par les autres en fonction des sensibilités personnelles et politiques, mais sur le fond, tout le monde a trouvé que ça n'était pas convenable de signer dans ce calendrier et que ça n'était pas opportun de signer un contrat qui présente un certain nombre de points faibles pour être modéré dans les propos que j'utilise. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, avant de vous céder la parole.
Merci, merci Monsieur le Président, cher Hervé Maurey, merci Mesdames, Messieurs les sénateurs de bien vouloir m'entendre à la suite de Monsieur Jeantet cet après-midi pour vous donner l'éclairage du régulateur sur le projet de contrat entre l'État et SNCF Réseau. Je vous communiquerai le texte intégral de l'intervention que j'aurais pu faire devant vous, donc je vais essayer de condenser cette intervention pour que vous puissiez avoir l'essentiel de la vision que le régulateur a portée sur ce projet de contrat. Je veux redire qu'il est, comme l'a dit le président Maurey, il est le cœur du dispositif de la loi du 4 août 2014 et il engage, ou il devrait engager résolument la politique de l'État et de l'établissement public, des établissements publics d'ailleurs, sur l'ensemble de la décennie pour atteindre un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés par la loi. Nous avons mené sur ce contrat un travail d'instruction long, minutieux et fouillé, 3 mois, à la hauteur des enjeux que constitue ce contrat. Nous n'avons pas limité nos travaux à une instruction écrite. Nous avons également souhaité entendre les 2 parties au contrat lors d'une audition organisée en février dernier de François Poupard, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, et de Patrick Jeantet, président directeur général de SNCF Réseau, ensemble. Et dans cet exercice, nous nous sommes aussi appuyés sur les contributions que nous avons reçues des acteurs du transport ferroviaire. Nous pensons effectivement que le régulateur, je l'ai déjà dit ici, se doit d'être à l'écoute de tous, et ces éclairages sont le gage d'une analyse de qualité. Si je rappelle ce qui peut sembler être une évidence, c'est à dessein, car nous considérons que l'État et SNCF Réseau auraient pu utilement s'inspirer de cette démarche dans leur travail d'élaboration du projet de contrat. Ce contrat est un outil essentiel de régulation économique du gestionnaire de réseau ferré qui doit notamment fixer des objectifs de performance, prévoir en cohérence avec ces objectifs des mécanismes d'incitation efficaces. C'est d'ailleurs une exigence claire de la directive européenne refonte Recast de 2012. Et toutes les expériences de contractualisation similaires, que ce soit en France, dans d'autres secteurs régulés comme l'énergie par exemple, ou à l'étranger, montrent que la préparation de ce type de contrat suppose un certain délai pour documenter de façon approfondie toutes les dimensions de ce contrat, à la fois techniques, économiques et financières. Et à examiner ce projet de contrat, l'ARAFER n'a pas le sentiment que cela a été le cas, et j'y viens maintenant à travers les observations sur 6 points différents. Le premier, c'est le financement de la rénovation du réseau. Le deuxième, l'absence d'indicateurs de performance. Le troisième, les incertitudes sur les objectifs de réduction des coûts qui nous sont présentés. Le quatrième, pour contester les orientations tarifaires qui nous sont présentées, que ce soit sur les voyageurs ou que ce soit sur le fret. Le cinquième, pour préciser quelle est notre vision de la trajectoire financière irréaliste qui est proposée dans ce document. Et le sixième, enfin, pour évoquer un dispositif de suivi, de mise en œuvre de ce plan qui nous semble insuffisant. Rapidement, le point positif, et je le disais tout à l'heure en aparté, si j'étais le président de réseau, je signerais ce contrat. Le point positif, c'est qu'il assure 34 milliards d'investissements en 10 ans pour rénover le réseau structurant en France. Il y a assez d'audits qui ont été faits sur l'état du réseau ferroviaire dans notre pays pour démontrer que depuis 20 ans, on avait consacré l'ensemble des moyens financiers, humains, matériels à la grande vitesse en délaissant le réseau structurant. Ce contrat acte 34 milliards d'investissements en 10 ans sur cette rénovation d'une manière ciblée, et je pense que c'est utile et positif.
Donc il faut dire ce qui est positif. Mais dans ce qui est positif, il y a quand même deux interrogations. La première concerne le périmètre du réseau. Le projet de contrat ne comporte aucun objectif précis en matière de périmètre du réseau à la fin de la période de contractualisation. Et notamment, il faut le dire, les lignes du réseau à conserver impérativement. Puisqu'il y a dans notre pays, si on parle en ligne, 29 000 km de lignes, si l'on parle en rames, 49 000 km de rames, pas de rames, de rails, de voies, il est clair que les moyens qui existent ne permettent pas de tout maintenir. Et l'État reste muet sur cette question. Il se contente de dire, au-delà de la rénovation du réseau structurant, c'est-à-dire à la fois la grande vitesse et les UIC 1 à 6, c'est-à-dire à peu près la moitié du réseau, les UIC, c'est les rails structurants, puis les 7 à 9, ce sont ceux qu'on laisse à la contractualisation avec les régions et les AOT locales. L'État se contente de dire qu'il maintiendra les 7 à 9 en lien avec les autorités locales. Le deuxième, et je crois que c'est insuffisant, car le rôle de l'État stratège, c'est aussi de dire les choses. La deuxième chose, autant il faut le dire sur le périmètre du réseau à maintenir, autant il faut aussi le dire sur le développement. L'État se contente de redire un principe général qu'il évoque dans la loi, qu'on évoque dans la loi, mais il ne dit pas où se fera le développement. Ce qui conduit d'ailleurs, et vous le voyez jour après jour dans la presse quotidienne régionale, ce qui conduit à s'interroger, y compris sur des engagements qui ont été pris par l'État. Je pense par exemple au TGV Bordeaux-Toulouse, qui chaque jour donne lieu dans la presse à des demandes des uns et des autres, dans un sens ou dans l'autre. Et nous reprécisons qu'il serait souhaitable que l'État dise ce qu'il souhaite faire, en respectant naturellement ce qu'il a décidé, ce que le Parlement a décidé, notamment au regard de la règle d'or dont le décret a enfin été publié. Je veux le dire devant le Sénat, puisque je l'avais évoqué lors de ma précédente édition. Je me félicite que le Conseil d'État ait validé un décret sur la règle d'or qui intègre la quasi-totalité des remarques que l'ARAFER avait faites sur la base du projet qui nous avait été transmis par le gouvernement, qui nous semblait insuffisant sur un certain nombre de points. Le Conseil d'État a repris quasiment l'ensemble des propositions de l'ARAFER. Deuxième, après ce satisfecit, agrémenté de remarques sur le périmètre et sur le développement. Deuxième problème, le manque d'indicateurs. Je sais que cette question a été évoquée cet après-midi avec Patrick Jeantet. Nous demandons que 3 indicateurs contractuels cruciaux soient définis et permettent, année après année, et non pas tous les 3 ans, année après année, de mesurer le chemin parcouru par le système ferroviaire français. C'est la productivité de l'entretien du réseau, c'est deuxièmement la qualité de service des circulations, et c'est troisièmement la qualité de l'infrastructure. Sur ces 3 indicateurs qui manquent aujourd'hui, qui ne permettent pas de mesurer la productivité du travail qui est fait, nous pensons qu'un contrat ne vaut pas grand-chose si on n'a pas la capacité, année après année, de mesurer comment on avance. Et quand on nous répond qu'on ne fait pas de proposition, j'ai lu ça, ou que les indicateurs, on va les construire en avançant, comment voulez-vous qu'on puisse contractualiser sur une manière d'avancer si on n'est pas capable de se dire quelle est la base sur laquelle on avance et quels sont les indicateurs sur lesquels on va mesurer la manière dont on avance. Donc, il nous semble essentiel que sur ces indicateurs, le travail soit remis sur l'ouvrage et que l'on puisse signer un contrat avec des indicateurs qui soient des instruments de mesure de l'avancée. Troisième
Troisième élément sur les 6 que je voulais évoquer, la réduction des coûts qui nous est présentée par ce contrat est, me semble-t-il, taché d'une grande incertitude. Le projet de contrat affiche un objectif d'économie d'environ 1,2 milliard. Il y a peu de choses qui nous permettent de mesurer comment on va atteindre ces 1,2 milliard. Mais en faisant ce que les économistes appellent avec délectation le benchmarking sur ce qui se fait sur les réseaux étrangers, nous pensons que cette estimation est valide, elle est juste, elle correspond à peu près à ce qui peut se faire sur l'ensemble des réseaux étrangers, des réseaux européens. Mais faute de détails, c'est justement faute de détails sur cette construction que nous avons fait cette comparaison avec les autres pays européens. Et donc, nous validons ce chiffre. Cependant, nous exprimons un certain nombre de réserves. Lorsqu'on avance, première réserve, pour être pertinente, une cible de productivité, elle doit être appliquée à une trajectoire d'augmentation des dépenses qui soit raisonnable. Or, la trajectoire d'augmentation des dépenses qui nous est présentée parallèlement à cette annonce d'1,2 milliard, c'est une trajectoire d'augmentation des dépenses de 2,5% par an. Lorsqu'on fait 1,2 milliard d'économies, mais qu'on augmente de 2,5% par an les dépenses, naturellement, ça relativise considérablement, en fin de course à 10 ans, l'effort de productivité qui a été fait. Première réserve. Deuxième réserve, Réseau n'a pas été en mesure, on lui a demandé de préciser le détail des actions prévues pour arriver à ce 1,2 milliard d'économies, pour concrétiser ces engagements de productivité. Tout au plus, Réseau fait valoir l'élaboration en cours d'un plan de performance. Au début d'un contrat, on n'annonce pas l'élaboration d'un plan de performance. On présente un plan de performance au regard des gains de productivité que l'on souhaite obtenir. Enfin, troisième réserve, cette courbe d'économie, vous le verrez dans un tableau qui vous sera communiqué, elle est très très étonnante, puisqu'elle prévoit une courbe qui monte d'une manière raisonnable jusqu'en 2020, de 2016 à 2020, et qui double ensuite. C'est-à-dire que de 2016 à 2020, on annonce 77 millions d'économies par an, et à partir de 2021, 155 millions d'augmentations par an. Mais comme ce n'est pas documenté, comme on ne sait pas où on va les chercher, comme on ne sait pas comment cette performance, cette productivité va être atteinte, naturellement, on est très sceptique devant cette proposition. Et là, on invite donc l'État à réexaminer de manière approfondie les leviers de productivité à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. J'en viens maintenant à un point important du projet de contrat, c'est la définition des orientations tarifaires. Je vais aller vite, mais nous contestons le bien-fondé des évolutions tarifaires qui nous sont proposées. Sur les voyageurs, le projet de contrat prévoit une chronique d'augmentation annuelle en moyenne de 2,8% par an sur la durée de 10 ans, avec une évolution qui est une évolution là aussi exponentielle, puisqu'elle commence à 0,9% en 2017, 1,1% en 2018, mais elle atteint 3,6% en 2024, 2025, 2026. Et ces augmentations nous semblent relever d'une vision exclusivement budgétaire qui ne tient absolument pas compte de la réalité de la situation économique du pays. Comment peut-on projeter une augmentation budgétaire globalement, une augmentation budgétaire d'une manière telle qu'on ne tient absolument pas compte de l'inflation? Je le dis d'autant plus que nous avons, nous, Arafer, refusé de valider une tarification de l'Arafer pour 2017 qui conduisait à un maintien de la tarification précédente alors que l'application de l'inflation ferroviaire qui était prévue par Réseau normalement aurait dû conduire à un tarif de moins 0,9%. Et donc en refusant la tarification, nous avons obligé Réseau à faire moins 0,9% sur sa tarification. Si on avait fait la même chose en 2018,
on serait là aussi à un niveau nettement inférieur aux 1,1% qui sont inscrits dans le contrat. Et je veux y insister devant une assemblée parlementaire, devant le Sénat, il ne faudrait pas laisser croire, et nous l'avons dit clairement à la fois à Réseau, mais aussi à la DGITM, qui représentait le gouvernement, qu'on puisse, à travers un contrat comme celui-là, amputer l'ARAFER des pouvoirs de validation de la tarification qui lui ont été donnés par le Parlement. Le Parlement a clairement dit que nous devons valider cette tarification année après année, et donc nous comptons bien assumer très clairement cette responsabilité. Deuxième aspect, ce sont les péages sur le fret. Je passe rapidement sur la soutenabilité que nous ne pensons pas possible de cette tarification sur les voyageurs. Nous ne la pensons pas non plus possible sur le fret, puisque les évolutions qui sont proposées conduisent à des augmentations alors là, qui sont plus conséquentes que sur le trafic voyageur, puisqu'on passe d'une augmentation de 2,2% en 2018 à 9,6% en fin de contrat en 2026. Ça se comprend aisément, puisque la loi prévoit la couverture du coût direct, et que ce coût direct est couvert aujourd'hui par une subvention de l'État, par une participation de l'État. Le gouvernement déclare vouloir soutenir le fret et en même temps déclare à l'occasion de ce contrat qu'il va supprimer cette participation de l'État dans les 10 ans qui viennent. Et donc la charge sur la couverture directe sera complètement couverte par la tarification. Il y a là une vraie contradiction entre le discours et les actes. Dans le rapport stratégique d'orientation, le gouvernement avait rappelé son engagement en faveur d'un dispositif d'aide au fret ferroviaire, et c'est le contraire qui se passe. Et puis une réserve sur la méthode, qui est très importante, car au vu des réponses qui nous ont été apportées, il est manifeste que les conséquences de ces augmentations tarifaires sur les trafics de fret n'ont pas été mesurées, n'ont pas été appréciées, et que SNCF renvoie à l'arbitrage de ces administrations de tutelle sans en chiffrer l'impact cette décision d'évolution tarifaire. Nous pensons que le risque est immense de voir la part du fret dans le transport de marchandises diminuer dans notre pays, alors que nous sommes déjà à un niveau qui est particulièrement faible à la moyenne européenne, et que nous savons bien que l'objectif de faire du fret ferroviaire un moyen plus lourd, plus important de transport de marchandises dans notre pays est une nécessité que nous partageons sur tous les bancs aujourd'hui. Cinquième observation, la trajectoire financière. Nous ne croyons pas du tout que nous sommes engagés avec ce contrat dans la perspective du désendettement qui est l'objectif initial de ce contrat. Pourquoi ? Nous pensons qu'il y a une surestimation des recettes, notamment en ce qui concerne les tarifs, qu'il y a une incertitude sur la participation de l'État. L'État prévoit dans ce document, tout en disant « attention, ce n'est pas un engagement, puisqu'il y a le principe, heureusement, légitime de l'annualité budgétaire, et donc, mais l'État prévoit de passer État et SNCF confondus, SNCF Mobilité confondus, de 2 milliards d'aides à 3 milliards d'aides en 10 ans. D'ailleurs, passant de 2 milliards à 3 milliards d'aides, c'est étonnant de voir qu'on supprime l'aide qui est aujourd'hui apportée au fret, puisqu'on augmente de près de 50% l'aide au transport ferroviaire, mais on diminue totalement, on supprime totalement l'aide au fret que je viens d'évoquer à travers la tarification. Donc, première incertitude, l'aide de l'État. Deuxième incertitude, les incertitudes qui pèsent sur les augmentations tarifaires. Nous pensons aussi que si les tarifs augmentent plus, le trafic diminuera et donc les recettes tarifaires risquent de diminuer. Et troisième incertitude, c'est celle qui pèse sur l'équilibre général qui nous est présenté, qui
nous conduit à penser que l'endettement de réseau continuera à augmenter durant cette période. Il va passer de 43-44 milliards aujourd'hui à 63 milliards annoncés en fin de période, alors que, je veux le rappeler, le gouvernement, dans un rapport qui date du dernier trimestre 2016, il n'y a pas si longtemps, prévoyait qu'en fin de période, en 2026, l'endettement de réseau serait de 50 milliards. Donc on est passé de 50 milliards à 63 milliards. Et tous nos calculs nous poussent à penser qu'une fois qu'on sera à la fin du contrat, avec les chiffres qui nous sont présentés, l'endettement continuera à croître de 400 millions, dans la meilleure des hypothèses, de 400 millions par an. Et donc, nous pensons que l'hypothèse de désendettement, qui est pourtant au cœur de ce dispositif, est totalement irréaliste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis particulièrement défavorable sur ce désendettement, cette procédure de désendettement qui nous est proposée. Dernier point, enfin, j'y passe rapidement, le dispositif du pilotage du contrat nous semble insuffisant. D'abord, il y a un déséquilibre, une asymétrie dans les engagements. L'engagement de l'État se borne à respecter la loi et il fixe un grand principe. Par contre, on met à côté beaucoup d'engagements pour SNCF Réseau sans donner en face de ces engagements les marqueurs qui permettent de les mesurer. Et rien n'est véritablement prévu en cas de manquement au contrat. On évoque une révision tous les 3 ans, mais qu'est-ce qui se passe d'ici 3 ans si, à travers la tarification ou à travers les résultats, les choses se passent mal? Nous sommes obligés de constater qu'en l'état, le contrat n'apporte aucune des précisions qui sont demandées par la loi. Bref, je veux conclure pour souhaiter, ce n'est pas encore trop tard, pour souhaiter que l'avis de l'ARAFER pourra utilement vous éclairer dans l'analyse du document qui vous est soumis. Dans cet exercice, le régulateur s'est tenu à son rôle, tout son rôle et rien que son rôle, conformément à la mission que le Parlement nous a confiée. Pour résumer, il nous semble que le projet de contrat manque l'objectif essentiel de la loi de se doter d'un outil de pilotage du gestionnaire d'infrastructure avec des objectifs performants, engageants et d'une trajectoire de redressement financier qui clarifie les perspectives pour l'ensemble des acteurs du secteur. Nous avons formulé, à chaque fois qu'il était possible, des recommandations et des propositions concrètes pour enrichir et améliorer le document. Nous nous sommes en revanche abstenus de nous prononcer sur des décisions de politique publique qui ne relèvent pas de notre compétence. Notamment, il ne nous appartient pas de définir en lieu et place de l'État et de SNCF Réseau une trajectoire financière alternative. Cela relève de Réseau et de son actionnaire principal et exclusif. Il reste un travail important à mener pour aboutir à un contrat qui soit à la hauteur des espoirs que la loi a placés en lui, et le projet actuel ne peut en aucun cas s'accompagner de quelques rafistolages pour remplir cet objectif. C'est bien un tout cohérent qu'il s'agit de définir à l'appui d'une vraie vision stratégique, et c'est aux partis de prendre leurs responsabilités. À défaut, nous risquons de perdre 3 précieuses années jusqu'à la prochaine actualisation du contrat. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cet exposé très complet et très intéressant. Ce matin, comme je le rappelais tout à l'heure, j'étais au conseil de surveillance de la SNCF et le président de Régions de France, M. Recher, rappelait que les régions, enfin son association avait formulé un certain nombre de remarques, qu'aucune n'avait été prise en compte, et qu'il émettait des doutes plus que sérieux sur la capacité des régions à apporter les financements envisagés par le contrat, ce qui rend encore moins crédible le contrat qui devrait être signé. Alors l'argument de certains, ça a été de dire, c'est déjà bien, on signe un contrat, il n'est pas parfait, mais on le signe. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument. Je ne suis
pas sûr que signer un contrat dont on considère qu'il n'est pas satisfaisant, ce soit mieux que de se donner le temps de prendre en compte les remarques de l'ARAFER pour l'améliorer. Je suis même sûr de l'inverse. Et quand on voit, et je l'ai rappelé tout à l'heure à M. Jeantet, qu'effectivement le contrat ne prévoit pas d'indicateurs, mais qu'on nous répond c'est pas grave, on va signer, et puis après on déterminera les indicateurs, très honnêtement, ça n'a pas de sens, et on est même totalement dans l'absurde. Dernier élément avant de donner la parole à mes collègues qui souhaitent s'exprimer, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, qu'on est très attaché au rôle de l'ARAFER. Moi, j'ai déjà eu l'occasion, notamment au Conseil de surveillance de la SNCF, à plusieurs reprises, de dire qu'il n'était pas admissible d'émettre des critiques de l'ARAFER et de ses positions. L'ARAFER est une instance de régulation à laquelle le législateur est très, très attaché, et que nous serons toujours très vigilants pour défendre l'ARAFER, qui a largement, en peu de temps, puisque c'est une institution encore relativement jeune, prouvé à la fois son indépendance avec ses deux présidents, M. Cardot et vous-même, et la pertinence de ses avis, qui sont toujours très, très, très utiles, et on ne peut que regretter qu'ils ne soient pas toujours suivis. J'observe enfin, pour bien montrer que mon propos n'a pas de tonalité politique, que c'est un peu un travers des gouvernements, quels qu'ils soient, d'essayer de renier les compétences des autorités de régulation lorsqu'elles sont trop indépendantes, puisque je me souviens que sous un autre gouvernement, le Sénat avait dû batailler pour éviter que les pouvoirs de l'ARCEP soient encadrés par un commissaire du gouvernement qu'un gouvernement voulait absolument mettre en place. Voilà, pour bien dire que, encore une fois, on est très attaché au rôle du régulateur en général et en particulier du rôle de l'ARAFER. Monsieur Bignon, vous voulez s'exprimer? Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. Peut-être le point qui me plaît le plus dans cette histoire, c'est l'autorité et l'indépendance dont fait part l'ARAFER, puisque finalement, si on doit retenir quelque chose d'une situation qui est plutôt catastrophique par rapport à l'analyse qui est faite de ce contrat de performance, c'est qu'on a une autorité indépendante qui prouve son indépendance et qui le prouve non seulement en disant « je suis indépendante », mais en démontrant pourquoi elle est indépendante, en procédant à une analyse à la fois très travaillée et très pertinente, me semble-t-il, quand l'ARAFER revendique sa responsabilité dans la fixation des tarifs et que l'État s'engage par ailleurs à respecter la loi, je préfère la position de l'ARAFER que celle de l'État qui dit je respecte la loi et qui s'empresse de la violer à tous les instants de cette histoire, puisque les documents qui devraient nous être communiqués ne nous sont pas communiqués, que les gens qu'on demande à entendre ne viennent pas nous entendre, et qu'on s'aperçoit en auditionnant l'ARAFER que nous ne sommes pas les seules victimes, le Parlement, de cette situation, mais que l'ARAFER elle-même a du mal à exercer sa mission, puisqu'on lui conteste même ce que la loi a prévu, c'est-à-dire la fixation des tarifs. Alors, sur le reste, je crois que les explications du président Roman ont été extrêmement, à la fois concises, mais en même temps extrêmement précises. Les points qu'il a développés sont intéressants. Je serais tenté de redire d'un mot ce que j'ai dit quand on était avec M. Jeantet tout à l'heure. Cette méthode de travail qui a tout pour être utile et fructueuse, c'est-à-dire que le Parlement soit associé, que l'autorité de régulation soit précisément joue son rôle, que l'ensemble des acteurs soient auditionnés, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, tout à l'heure. On ne le fait pas. On fait comme si on vote des dispositifs et on ne les respecte pas. C'est exactement ce qui agite la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les hommes politiques, parlementaires ou candidats aux élections qui sont en défaut dans cette histoire-là. C'est l'ensemble du corps social ayant des responsabilités par rapport à l'organisation de notre pays sur des sujets sur lesquels les gens sont extrêmement sensibles, puisque le transport des passagers est évidemment essentiel dans la vie quotidienne des gens. On le voit dans les grandes agglomérations, mais on le voit également combien c'est utile
dans les périodes de week-end, de vacances, où la France entière, enfin beaucoup de Français se déplacent. Malheureusement, pas tout le monde, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas accès à ces déplacements. Mais c'est un vrai sujet. Et puis il y a une contradiction que je voulais souligner également, c'est que le gouvernement, et le même gouvernement dans le même ministère, promeut autour d'une politique portuaire efficace, la volonté de développer du fret en disant les hinterlands sont essentiels pour l'avenir de l'irrigation de notre territoire, pour l'avenir de nos ports, pour la compétitivité, et puis il s'empresse de s'asseoir sur ce qu'il dit dans un dossier pour faire le contraire dans l'autre dossier. J'ai entendu M. Vidalis, il n'y a pas si longtemps que ça, nous expliquer combien le rapport qu'il avait demandé que le Premier ministre précédent avait demandé aux parlementaires sur l'évolution de nos grands ports maritimes pour faire face à la concurrence, ce développement des grands ports était lié à précisément quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la jonction de la région parisienne, de la région lyonnaise, de la région marseillaise, avec des réseaux de fret qui ont deux intérêts, c'est de désengorger, c'est de transporter à coût bas, et puis ensuite, et aussi à une époque où un autre ministère pas très loin, qui était au-dessus du secrétariat d'État, dit il faut cesser d'envoyer du gaz à effet de serre dans l'atmosphère et essayer d'éviter qu'il y ait des myriades de camions qui circulent sur les autoroutes et que ce soit au contraire des containers qui puissent être acheminés ou du vrac dans des grands trains bien organisés. Alors, il y a une espèce de contradiction. Non seulement on ne fait pas ce qu'on dit, mais on fait même le contraire sur beaucoup de sujets. Donc c'est un peu dommage que ce processus, qui pourrait être un processus très vertueux, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est très intelligent de contractualiser à 10 ans, de donner des perspectives, d'organiser, de mettre des moyens de financement, d'organiser, etc. Mais si on le fait de façon gribouille, c'est-à-dire à l'envers, le résultat va être pire que bien, parce que les gens vont être déçus. Comment voulez-vous que les syndicats acceptent ce genre de... La performance, elle repose pour partie sur les agents. Et les agents, il va falloir qu'il y ait des discussions sociales intéressantes pour qu'il y ait davantage d'efficacité, davantage de productivité, davantage de travail. On voit souvent, pour ceux qui utilisent le train, que tel train n'a pas été sorti à temps parce que le chauffeur du train n'était pas là, parce que la voiture, la locomotive n'était pas en état de partir, etc. Moi, ça m'arrive au moins 2 fois par mois de me retrouver en carafe sur un quai à Amiens parce que le train ne part pas à Paris. C'est pas, je m'en plains pas spécialement parce que je suis plutôt dans les privilégiés dans le transport. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui aimeraient pouvoir partir travailler à Paris le matin ou rentrer à Amiens le soir, qui n'y parviennent pas parce que précisément la performance, la productivité n'est pas au rendez-vous. Alors on voit mal comment, alors qu'elle n'est pas là aujourd'hui, avec des déceptions qui vont venir de ce contrat de performance, les gens vont avoir le à cœur de s'y mettre. Voilà. C'est tout cet ensemble un peu bredouille, un peu brouillon que je livre à votre réflexion. Il y a beaucoup de choses très positives dans ce que vous nous avez dit, mais beaucoup d'inquiétudes pour les mois et les années qui viennent, et beaucoup de responsabilités pour ceux qui vont avoir à reprendre cette copie, parce que je ne vois pas comment on peut la laisser filer dans le temps sans se préoccuper très rapidement, quel que soit le résultat des élections, et avec qui que ce soit qu'on ait à mener ce travail, pour faire en sorte que on évite une catastrophe qui est programmée dans les réflexions, enfin dans le travail qu'a fourni l'ARAFER, et dont, moi, à titre personnel, je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Bignon. Monsieur Hervé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais une question dans la ligne directe de l'intervention de mon prédécesseur pour vous demander la nature de la clause de revoyure dans 3 ans, parce que le président Moret évoqué c'était un contrat de longue durée, mais avec une clause de revoyure dans 3 ans. Quelle est la nature de cette clause de revoyure? Est-ce que c'est une clause de revoyure sur le fond, qui remet, comme vous l'avez dit, l'ouvrage sur le métier et qui reprend l'ensemble des données, ou est-ce que c'est marginal? Et dans ce cas de figure-là, est-ce que l'ARAFER a exactement le même rôle et le même avis à rendre sur la mouture de la revoyure que l'avis que vous avez bien expliqué aujourd'hui avec l'ensemble des griefs que vous avez évoqués? Merci beaucoup. Juste une précision par rapport à ce que disait Jérôme Bignon, pour bien montrer à quel point l'État se conduit de manière peu correcte à l'égard du Parlement, c'est que nous n'avons même pas eu transmission du projet de contrat, alors que c'est une obligation posée par la loi.
Nous n'avons pas eu officiellement l'avis de l'ARAFER. Fort heureusement, le président me l'a communiqué, mais les textes disent que le gouvernement doit communiquer au Parlement les projets de contrat, ce qui n'a pas été fait, accompagné des avis de l'ARAFER, ce qui n'a pas été fait non plus. Donc, c'est pour dire que dans cette affaire, le gouvernement s'est vraiment comporté de manière incorrecte vis-à-vis du Parlement. Monsieur le Président. Oui, je veux vous remercier à la fois, Monsieur le Président Maurey, sur quelques mots que vous avez dit sur les avis de l'ARAFER, et le faire aussi auprès de Maurice Bignon, qui s'est exprimé sur l'intérêt du travail que nous avons fait. Nous essayons vraiment de faire, sur tous les dossiers qui nous sont confiés, le travail très fin qui, quelquefois, n'est pas suffisant pour éclairer la vie du décideur. Et je crois que nous avons vraiment tenu sur ce contrat de performance parce qu'il est au cœur de la loi du 4 août 2014. Nous avons vraiment voulu, quel que soit le sort qui lui sera fait à ce contrat, écrire un certain nombre de choses qui seront dans le marbre et dont nous nous servirons, nous, ARAFER, mais dont nous donnerons les éléments au Parlement et aux décideurs, quels qu'ils soient, dans les années qui viennent, à l'occasion de l'examen de chaque tarification, de chaque budget, de chaque DRR que nous aurons à examiner venant de la SNCF, pour rappeler avec la cohérence de notre vision des choses dans la conformité à l'esprit et à la lettre de la loi de 2014. Je veux dire à cet égard simplement à M. Bignon que je n'ai pas dit que l'État voulait contester la loi qui nous donne le pouvoir de valider les tarifs. J'ai simplement dit que nous avons tenu à rappeler que ce n'est pas parce que le contrat donne un certain nombre d'indications sur l'évolution tarifaire que nous n'aurons plus à nous prononcer, puisque la loi précise, je ne me souviens plus des termes précis, mais que le contrat doit préciser les contours des évolutions tarifaires et non pas l'évolution tarifaire au centième près qui permet de dire ensuite à l'ARAFER, bon, il y a un contrat. Donc, et puis, je rappelle ici, dans ce lieu qui est une cathédrale de la loi, que, si j'ose dire, qu'il y a la hiérarchie des normes dans notre pays et que ce n'est pas un contrat qui peut prendre la place de la loi. Sur la clause de revoyure, la clause de revoyure, elle doit permettre tous les 3 ans de vérifier que les objectifs ont été tenus. C'est possible sur un certain nombre de ceux qui sont évoqués. Par exemple, quand il s'agit de la participation de l'État, on peut voir si l'État a participé effectivement à la fois en autorisation de programme et en crédit de paiement à ce à quoi il s'engage. Mais pour vérifier le reste, si on n'a pas d'indicateur, on ne pourra pas vérifier le reste. Et moi, je pense non seulement qu'il faudrait que ces indicateurs, nous les ayons eus maintenant, pour pouvoir dire, voilà, j'essaye de prendre un exemple très concret, mais bien des réseaux européens travaillent déjà sur ces questions. On sait, je prends cet exemple, en Grande-Bretagne, la vice-présidente de l'ARAFER, Anne-Yves Rand-Billon, est en même temps présidente de l'IRG-Rail, qui est l'ensemble des régulateurs européens. Et elle travaille beaucoup sur ces questions, elle alimente beaucoup notre travail sur ces questions. En Grande-Bretagne, on a des indicateurs qui permettent de dire, voilà, à conditions égales, on entretient 1 kilomètre de voie ferrée pour tel prix. Quand c'est de la voie ferrée qui a 30 ans d'ancienneté, voilà quel prix il faut. Si on n'a pas ce type d'indicateur qui permet de voir que, alors que ça coûte 150 chez nous et que ça coûte 100 en Grande-Bretagne, ou le contraire, que ça coûte moins cher chez nous qu'ailleurs, comment voulez-vous qu'on puisse mesurer tous les 3 ans si on a progressé sur la productivité? Et donc voilà l'objet. Et nous serons, la loi prévoit, le législateur a permis, vous avez permis, que l'ARAFER soit associée de la même manière à la procédure de revoyure tous les 3 ans qu'il l'a été à la mise en œuvre au projet de contrat aujourd'hui. Mais moi, je dois dire que je souhaiterais que,
au-delà de cette clause de revoyure qui est contractuelle et formelle, il puisse y avoir un travail permanent, année après année, pour mesurer que ces indicateurs vont dans le bon sens, effectivement, et qu'on puisse apporter les mesures correctives. C'est dans ce sens que je disais que la procédure de suivi de ce contrat, sixième point que j'évoquais, ne nous semble pas suffisamment armée. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup de l'intérêt. Je mesure que le temps politique n'est pas facile aujourd'hui. Je remercie beaucoup le président Hervé Maurey d'avoir pris le temps de souhaiter entendre tout le monde et d'entendre une partie de tout le monde. Non, mais c'est vraiment important que le Parlement joue le rôle qu'il s'est donné. Hein. C'est quand même le Parlement qui a souhaité que ce contrat de performance lui soit adressé avant la signature par le gouvernement et lui soit adressé avec l'avis de l'ARAFER. C'est le Parlement qui l'a souhaité. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même essentiel que le président ait pris l'initiative de cette réunion. Écoutez, Monsieur le Président, on est déjà entendu sur un point, c'est qu'à 17h42, le secrétaire général du gouvernement a envoyé le projet de contrat. Vous voyez, Éric Trouget, responsable de la commission, a reçu à 17h42 le projet de contrat. Voilà. Donc, espérons qu'on sera aussi entendu sur le souhait que nous avons manifesté tout à l'heure que ce contrat ne soit pas signé en l'état. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et puis surtout, merci beaucoup du travail très utile que fait l'ARAFER sous votre direction. Merci. Merci à vous.